Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Voici les titres du journal. Le président de la République à Swapiti, professeur Alpha Condé, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Vous aurez tous les détails dans cette édition d'information. 1600 milliards de francs guinéens à mobiliser pour les routes nationales. Les ministres du pôle économique ont rencontré des hommes d'affaires et acteurs de banque. La piste de l'emprunt obligataire est envisagée. Le festival du jazz, la 3e édition, débute ce soir à Conakry. Un rendez-vous pour la vieille école avec de grands noms du jazz international. Les derniers préparatifs de cet événement, c'est à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre avec ce décret portant convocation de la première session ordinaire 2019 du Conseil économique et social. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. La première session ordinaire 2019 du Conseil économique et social est convoquée le mardi 26 mars 2019 à partir de 10 h à son siège à 6e avenue, quartier Kouléwondi, commune de Kaloum. Article 2. La durée de la session ordinaire est de 2 mois. Article 3. Le présent décret qui prend effet pour compter de la date d'ouverture de la session sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 20 mars 2019, signé professeur Alpha Condé. Le barrage de Swapiti, les travaux avancent correctement. Ce matin, le chef de l'État était sur le site pour voir son niveau de réalisation. Il y était avec le directeur général de la SFI qu'il a reçu hier en audience. On verra tout ça avec Sanassi Keita. Le président de la République reçoit le directeur général de la SFI, Société financière internationale. Au menu des discussions, le soutien au programme de développement de la Guinée. Des questions comme l'agriculture, l'énergie ou encore les travaux publics ont été longuement discutées afin que la SFI s'implique davantage dans leur développement. L'objectif de la rencontre avec le président de la République, c'était de faire le point sur l'état des lieux sur ce que fait la SFI en Guinée et comment faire plus, dans quel secteur, comment. Et donc c'était vraiment l'objectif numéro 1. C'est une discussion qu'on a commencé en fait il y a 3 ans et qu'on continue. On a beaucoup de projets en cours qu'il faut qu'on revoie dans beaucoup de secteurs. Ça va de l'énergie, dans l'agribusiness, entre le fonio, l'aviculture. On a parlé aussi de logistique. On a parlé du secteur financier, développement du secteur financier en parallèle avec l'économie réelle. Donc beaucoup de sujets, beaucoup de potentiel de projets à suivre. Et l'idée, c'est comment on peut trouver des solutions de financement privé, donc en limitant l'endettement de l'État, et trouver des solutions privées pour le développement du pays. La Société financière internationale compte ainsi soutenir ces nombreux projets de développement du président de la République, professeur Alpha Condé, pour le plus grand bonheur des Guinéens. Des projets comme l'énergie. Dans ces secteurs, la SFI entend s'investir pleinement pour assouvir les attentes des populations en matière d'énergie. D'où cette visite à Swapiti. Ici, professeur Alpha Condé et Philippe Lehouérou ont eu l'honneur de visiter scrupuleusement toutes les installations de ce grand barrage hydroélectrique du pays, d'une capacité de 450 MW, soit le double de Caleta. Barrage qui viendra définitivement mettre un terme au déficit énergétique du pays. Peu après, le président de la République, professeur Alpha Condé, et son hôte de marque se sont rendus à Caleta. Là également, les deux personnalités ont visité avec une attention soutenue toutes les installations de cette infrastructure énergétique du pays. Une infrastructure d'une capacité de 240 MW qui fait aujourd'hui la fierté des Guinéens. C'est le produit de la première phase, la première dérivation. Parce que pour obstruer le cours d'eau, il faut laisser l'eau passer, n'est-ce pas, d'un côté et l'autre, l'occuper. Et cela a permis, n'est-ce pas, d'amorcer la construction de l'usine qui est dans le programme que nous devrions visiter. Donc de construire la rive gauche aussi, qui est aujourd'hui très élevée, et de faire de face à certains travaux d'évacuation, comme l'évacuateur de fond que nous avons.
Le barrage donc il sera haut de 120 mètres et long de 1150 mètres. Sa hauteur sera à l'échelle de la grue que nous voyons la flèche de la grue. La barrage doit être haut jusqu'à ce niveau et prendre appui sur le flanc de la montagne que vous voyez un peu excavé et qui doit venir jusque derrière nous sur cet autre flanc là. Donc il est assez immense. Il a une puissance installée de 450 MW, un rond productif de 2016 GWh. C'est assez significatif, n'est-ce pas, pour les besoins du pays. C'est des moteurs, vraiment des groupes de turbines qui sont tout à fait adaptés à ça, Francis, vu la hauteur, la chute nominale et le débit du cours d'eau. Et chaque moteur aussi va turbiner 144 mètres cubes seconde. Tout ça, c'est des éléments, c'est des paramètres du barrage. Il est conçu pour une crue, parce que la stabilité du barrage, c'est aussi les crues. Il y a les crues ordinaires, mais il y a les crues exceptionnelles. Selon les études, la crue qui est possible à 1000 ans, une fois les 1000 ans, c'est sur cela, n'est-ce pas, que le barrage est conçu. Mais il a été éprouvé sur une crue de 5000 ans, un retour de période de 5000 ans. C'est-à-dire une fois de 5000 ans, donc on appelle ça les plus hautes eaux possibles. Il y aura une retenue de 6 milliards 300 millions. Des explications détaillées qui ont permis au directeur général de la Société financière internationale de comprendre le mode de fonctionnement de ces grands barrages hydroélectriques du pays, mais également les ambitions surtout du président de la République, Professeur Alpha Condé, dans le secteur énergétique, qui consiste à donner à la Guinée en 10 ans plus de 1000 mégawatts. Il n'y a pas de développement sans énergie, donc je suis là pour venir avec le président de la République pour voir l'avancement des travaux. C'est absolument clé de finir et on est bien avancé, mais ça ne suffira pas. On veut continuer encore à développer l'électricité et passer non seulement finir au niveau hydroélectrique, mais aussi passer au solaire. Parce que comme vous savez, le coût du diesel pour générer l'électricité est prohibitif, donc ça permettra au pays de réduire le coût de l'électricité et d'augmenter le volume. Donc c'est win-win comme on dit en anglais. Le directeur général de la Société financière internationale a en outre dit toute sa satisfaction de voir le chef de l'État s'impliquer activement dans l'industrialisation du pays, à travers bien évidemment l'ouverture de plusieurs chantiers de construction des barrages hydroélectriques partout dans le pays. Et avant Swapiti, le président Alpha Condé a pris part ce matin à la rencontre de la SFI, Société financière internationale, une rencontre basée sur l'harmonisation des méthodes d'intervention de cette institution. Ibrahima Keita. Doter la Guinée d'un secteur privé fort, tel est l'objectif de la présente rencontre entre les responsables de la Société financière internationale et le gouvernement guinéen. Cette volonté est née d'un partenariat fécond entre le gouvernement et cette filiale de la Banque mondiale, orientée vers l'aide au développement à travers la promotion du secteur privé. Ici en Guinée, il s'agit d'échanger sur tous les aspects du développement d'un secteur privé dynamique avec la création d'emplois. Cette rencontre de Conakry a été une occasion pour les participants de porter la réflexion sur les enjeux liés au développement d'un secteur privé fort. Dans cette logique, les différents intervenants ont chacun axé son intervention sur des aspects permettant aux différents pays d'accélérer l'émergence d'un secteur privé fort et dynamique. Donc, l'objectif de la rencontre est de permettre l'harmonisation des points de vue et l'amélioration de la gouvernance dans tous les domaines. Qu'on doit avoir le courage de remettre en cause. Nous, on nous dit souvent ici, lorsqu'après la Première République, on est venu avec le Fonds monétaire, il faut tout privatiser. Mais privatiser, il se fait qu'il n'y avait pas de Guinéens qui pouvaient acheter. Donc la privatisation consistait à quoi? À transférer le patrimoine de l'État à des étrangers. Donc ce n'était pas une privatisation, c'était une dépatrimonialisation. Et je donnais le cas de la France, lorsque Chirac a voulu privatiser, Balladur a fait le noyau dur, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu que les étrangers prennent le contrôle des entreprises françaises. Logiquement, il devait laisser les gens intervenir, mais il a fait le noyau dur, c'est-à-dire, je crois, 31 ou 33% devaient devenir dans les entreprises françaises. Donc la première chose, c'est que nous réfléchissons déjà sur la vision que souvent les organisations ont de développement.
Et il faut changer la vision que vous avez souvent de notre développement. Je pense que c'est ça, la remise en cause des idées reçues et faire plus confiance aux Africains. Mais ça, c'est nous, parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas confiance en nous-mêmes. Lorsque j'ai dit à Abidjan, lors d'un débat avec mes collègues, et notamment Alassane, Macky Sall, etc., lorsque j'ai dit de couper le cordon ombilical avec la France, ils se sont dit non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas contre la France, c'est-à-dire qu'on doit nous considérer comme des adultes. Quand on est le cordon ombilical, c'est qu'on est encore bébé. Donc ça veut dire tout simplement qu'on doit être partenaire d'égal à égal. Ensuite, nous devons faire nous-mêmes confiance à nos hommes d'affaires. Très souvent, on pense que les gens qui viennent de l'extérieur peuvent faire mieux, alors qu'aujourd'hui, on a des très grands hommes d'affaires en Afrique qui sont capables de faire face à tous nos problèmes. Dès lors, il est question d'accéder au financement avec l'implication effective des autorités. C'est pourquoi la rencontre de Conakry entre les responsables de l'Ouest africain de la SFI et le gouvernement s'est surtout penchée sur les innovations à apporter au secteur privé. Dans cette logique, les participants à la présente rencontre ont axé aussi le débat sur l'amélioration de l'environnement des affaires favorables aux investissements. Cela en dépit des efforts du gouvernement guinéen. Cette mission de la Société financière internationale porte essentiellement sur l'amélioration de la méthode de la SFI dans le cadre du développement de nos pays. En plus bref, le président Alpha Condé a inauguré cet après-midi le siège du tribunal de commerce de Conakry. En compagnie du directeur général de la SFI, le chef de l'État a visité les locaux, un tribunal qui vise l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Nous y reviendrons. Opération séduction réussie à New Delhi, la Guinée attire des investisseurs. En marge du sommet Inde-Afrique, des rencontres B2B entre entrepreneurs guinéens et étrangers ont été organisées. Mieux, des membres du gouvernement guinéen et des techniciens de l'APIP ont animé des panels, attirant ainsi l'attention d'investisseurs indiens. Mohamed Lamine Solano, envoyé spécial. C'est ce qu'on appelle ici une opération de charme. La campagne est pilotée par l'Agence pour la promotion des investissements privés et depuis quelques années, comme ici à New Delhi, la PIP joue bien son rôle de chef d'orchestre. Mais pourquoi l'Inde? L'Inde et l'Afrique présentent beaucoup de similitudes. D'abord la population. L'Afrique dans sa totalité fait plus d'1,2 milliard. L'Inde est autour d'1,3 milliard. Et dans quelques années, l'Inde va dépasser la Chine. L'Inde sera à plus de 1,4 milliard dans les 5 prochaines années. Donc la puissance montante réelle, c'est l'Inde. Commerce, agriculture ou encore mine, et ce n'est pas tout. Le potentiel guinéen dans ces domaines est bien connu, mais il faut le faire savoir. On a un code des investissements qui est assez avantageux pour les investisseurs étrangers et on a un climat des affaires qui est rassurant. Donc tout ceci représente un réel potentiel pour les investisseurs étrangers, surtout indiens qui veulent s'installer. À ce jour, plus de 140 entreprises indiennes sont présentes à Conakry. L'offensive guinéenne de New Delhi séduit de potentiels investisseurs. Ce conclave-ci a été particulièrement utile à cause de la forte participation industrielle, ce qui favorise une plus grande interaction avec les pays. Je remercie Exim Bank et la République de Guinée pour l'opportunité qu'on a d'établir des partenariats avec les entreprises. Comme dit Raj, plusieurs entreprises indiennes manifestent leur attrait à la Guinée. Pendant ce temps, la PIP enregistre une centaine de rencontres organisées entre opérateurs guinéens et indiens, une opportunité d'affaires. Retour à Conakry, les travaux publics, le gouvernement doit trouver 1600 milliards de francs guinéens pour la réhabilitation des routes. Ce matin, les ministres du pôle économique se sont entretenus avec des hommes d'affaires et acteurs des banques. La piste de l'emprunt obligataire est sérieusement envisagée. Mamadi Ternaka Misoko. Sur les routes bitumées de Conakry, les usagers retrouvent de plus en plus du plaisir à circuler. La réhabilitation des voiries urbaines rend la circulation fluide et agréable. Pour maintenir cette tendance, le gouvernement élabore un programme de reconstruction et d'entretien du réseau routier national. La mobilisation accrue des ressources internes devient une obligation. Avec les opérateurs économiques et les acteurs du secteur bancaire, le pôle économique de la République présente un plan de soutien à la réforme du secteur routier.
160 millions de dollars, soit 1600 milliards de francs guinéens, sont à mobiliser via l'empreinte obligataire dès cette année. C'est d'abord de rencontrer les principales cibles de cet emprunt obligataire, à savoir les banques, les assurances, les opérateurs économiques, les grandes sociétés minières, les sociétés de téléphonie mobile et les particuliers. Les sensibiliser suffisamment afin que ces catégories professionnelles puissent participer massivement à l'emprunt obligataire. C'est cela qui permettra d'atteindre, sinon de dépasser, l'objectif que nous nous sommes fixés. En contrepartie de cet emprunt obligataire, le gouvernement va confier les travaux routiers aux entreprises locales. Un futur partenariat gagnant accueilli par le secteur privé. Cette confiance que vous faites au secteur financier local, messieurs les ministres, nous encourage aussi à vous faire confiance. Nous allons tout faire pour ne pas seulement lever les 1600 milliards, mais aller au-delà. Depuis 2011, plus de 2 milliards de dollars sont investis dans les routes et autres ouvrages de franchissement en Guinée. Une volonté politique exprimée au plus haut niveau, saluée par le ministre des Travaux publics. Comme vous le savez, le président de la République veut construire des routes, mais des routes qui peuvent être au bénéfice du développement économique. Et comme vous le savez, les infrastructures routières requièrent beaucoup de financement. Il faut beaucoup d'argent. 1600 milliards, c'est 160 millions de dollars. Des fonds sont à mobiliser pour pouvoir financer les routes très importantes, des routes qui vont permettre d'accélérer non seulement le développement, mais permettre aussi la mobilité des personnes et surtout des transporteurs. Aujourd'hui, quelques 2000 km de routes sont en cours de construction ou de réhabilitation dans le pays. À travers ces initiatives, le gouvernement guinéen met la route au cœur de son programme de développement. La mission de vulgarisation du PNDS poursuit son périple en province. C'est l'étape de Kankan qu'on vous propose ce soir. La délégation a rencontré toutes les sensibilités du Nabaya pour leur expliquer les avantages du plan économique, du plan de développement économique et social. Le point avec Maïmouna Bella Diallo. Dans la région de Kankan, collectivités locales, cadres des structures déconcentrées, représentants de la société civile et d'ONG se sont mobilisés pour suivre ici l'exposé sur le PNDS. Après les brillantes présentations des différents experts du ministère du Plan et du Développement économique, les autorités régionales se sont engagées à mettre en œuvre une politique de gestion durable du capital naturel, un capital fortement menacé dans la région de Kankan. Sur le plan environnemental, il y a assez de problèmes dans nos préfectures parce que nous assistons à une dégradation très poussée au niveau des collectivités parce que les citoyens eux-mêmes travaillent dans les mines sans pour autant respecter les normes environnementales. Donc cela est un problème pour nous, les autorités, et pour les citoyens eux-mêmes qui ne savent pas ce qu'ils font. Des dispositions sont en train d'être prises. Je dois très prochainement me rendre dans les zones minières. Je viendrai à Sigiri, je viendrai à Mandiana, je viendrai à Kouroussa, je viendrai à Kerouané pour constater l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. Et qu'est-ce que, en ma qualité de premier responsable, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer l'action du gouvernement, pour la mise en œuvre effective des instructions du gouvernement. Bien que ces instructions sont là déjà, mais c'est le suivi de la mise en œuvre de ces instructions. À l'université Julius Nyerere de Kankan, étudiants et encadreurs attendaient la mission. Ces cadres et futurs cadres du pays ont, à l'issue des travaux, affirmé avoir compris le contenu du PNDS. Ils ont parlé de la pauvreté et tout ça, en fait, eux sont là pour pour lutter contre ça, donc pour lutter contre la pauvreté, non seulement contre la pauvreté, mais aussi l'employabilité des jeunes et aussi sur la jeune féminine. Comme on le voit, le PNDS concerne tous les Guinéens. C'est pourquoi les participants aux travaux de vulgarisation ont promis à la délégation du ministère du Plan de restituer le contenu de ce document aux autres couches sociales pour l'émergence de la Guinée à l'horizon 2040.
Le Kantigi de Farana est installé dans ses fonctions, un choix à l'unanimité de l'ensemble des fils et ressortissants de la préfecture. Beaucoup de défis l'attendent, au nombre desquels le rassemblement des fils du terroir. Mais qui est ce Kantigi? Élément de réponse dans ce reportage de Sori de Kera et Younes Atawel Kamara. Médecin de carrière de grande renommée, professeur Nabi Daouda Kamara est investi Kanti des ressortissants de la préfecture de Farana à Conakry. Aux yeux des fils de cette préfecture à 460 km de la capitale, ce cadre émérite incarne une probité morale et intellectuelle, d'où son choix unanime. Dans ses nouvelles responsabilités, la principale mission du professeur Daouda est de mettre fin aux nombreuses incompréhensions entre les composantes sociales de Farana au profit de la quiétude sociale et le développement. Je mesure l'immensité de la responsabilité qui est à présent la mienne et celle des conseillers qui m'entourent. La vocation du Kantia est de fédérer les filles et fils de Farana de toute obédience afin de servir de modèle pour le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale dans notre pays. Le Kantia se veut un véritable vecteur pour impulser une dynamique de développement dont Farana a tant besoin pour relever les nombreux défis auxquels cette préfecture est confrontée. Le Kantigi, ou l'autorité morale suprême, est entouré de 24 conseillers issus des 10 sous-préfectures et de la commune urbaine de Farana. L'équipe est assistée d'un communicateur traditionnel appelé Belenti. À ce niveau, les obédiences politiques, religieuses et communautaires sont rangées. Nous nous sommes assis, nous avons compris la nécessité de mettre une autorité morale en place autour de laquelle tous les Faranaka à Conakry vont se reconnaître. Une autorité morale qui va aussi s'intéresser au développement socio-économique de notre préfecture Farana. Une autorité morale qui va essayer de se battre pour renforcer les liens sociaux, qui va essayer de se battre pour renforcer l'unité d'action et la cohésion sociale entre les fils de Farana. Proche des communautés, le gouvernement participe à cette cérémonie qui unit Farana. L'installation du Kantigi marque un nouveau départ pour la concorde et le développement intégré de Farana. Cette manifestation d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de la traduction, de la matérialisation de cette vision politique du chef de l'État qui a été heureusement comprise par les citoyens ressortissants de Farana. Après avoir fait leur mea culpa, ont fait le tour des différents problèmes qui les opposent et qui les préoccupent pour sortir Farana du retard endémique dans lequel nous végétons depuis très longtemps. L'initiative de la mise en place d'une autorité morale pour les ressortissants de Farana Conakry est une action concertée de 5 groupes et associations appelées G5. C'est l'aboutissement de 19 mois d'activité d'information et sensibilisation. Le nouveau Kanti peut exercer son mandat tant que ses facultés morales et physiques le lui permettent. À présent, Guinée en bref, où l'autre regard sur l'actualité nationale ce soir, on parle de coopération, d'humanitaire, d'assainissement, on parle même de philosophie. Lancé Kamisoko, Tawel Kamara. Dans ce centre d'accueil d'enfants orphelins ici à Fulamadina, dans la commune de Ratoma, sont encadrés plusieurs enfants en situation difficile. La majeure partie d'entre eux ont perdu leurs parents dès la naissance. Ces bébés, par exemple, sont les derniers à arriver dans cet orphelinat créé depuis 2009. Comme eux, 300 autres enfants ont été sauvés ici grâce à l'assistance sociale. Des sacs de riz, du sucre, de l'huile, des cartons de lait pour bébés et autres besoins sont apportés à ces enfants par une structure d'association de Guinéens vivant à l'étranger. Qui mérite de vivre dans la pauvreté, dans la saleté ou dans la misère? Personne. C'est pourquoi l'ONG Sira Gawara de Genève en Guinée croit qu'un monde meilleur est possible. Oui, nous croyons encore qu'il est possible aux femmes, aux hommes et surtout aux enfants de vivre dans la paix, la joie, l'amour, la fraternité et le partage de richesses.
En plus de son combat contre les violences basées sur le genre et l'émancipation de la jeune fille, le club des jeunes filles leaders apporte son appui aux plus démunis. Il offre des kits sanitaires à la cité de la solidarité de Ratoma. On le sait tous qu'on ne peut pas être en bonne santé quand on vit dans un environnement qui n'est pas sain. Alors c'est dans ce cadre qu'on a vraiment identifié cet endroit-là, la cité de solidarité, vu la situation des femmes d'ici, les femmes en situation de handicap, des femmes vraiment en situation très difficile et des enfants. On s'est dit qu'il est mieux vraiment de venir accompagner ces gens-là afin de les aider à nettoyer et à assainir ici. L'Université générale Lansana Conté de Somfonia célèbre les 50 ans du département de philosophie. Créé en 1968 à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le département est transféré en 2005 à Somfonia. Depuis, le programme de philosophie a connu des améliorations pour l'adapter aux réalités du pays. Aujourd'hui, les étudiants et les anciens du département échangent sur l'apport de la philosophie dans l'évolution des sociétés. Le philosophe peut faire une réflexion critique pour voir comment adapter, parce qu'aujourd'hui nous sommes envahis par des cultures, la culture islamique, la culture occidentale, la culture chrétienne, et nous avons une culture traditionnelle. Donc il faut faire le mélange, faire en sorte qu'il y ait une culture moderne africaine qui n'est pas totalement une culture traditionnelle, qui n'est pas totalement aussi une culture occidentale. Donc cette réflexion philosophique vise surtout à créer et à adapter ce monde que nous sommes en train aujourd'hui de vivre. Le mouvement des jeunes patriotes de Guinée devant les médias publics et privés du pays, ici à la Maison de la Presse. L'objectif, donner sa position sur la constitution guinéenne. Un document de 65 pages adopté en 2010 par le Conseil national de la transition CNT. Sport football, d'abord cette visite du Sili Espoir qui s'est imposé cet après-midi contre le Sénégal sur le score de 2-1. Un match qui compte pour la phase allée du second tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans prévus en Égypte. Le match retour aura lieu le 25 mars à Thiès. Et puis, cette interrogation au sujet du Orea Athletic Club de Conakry, l'équipe traverserait-elle une crise? C'est la question que l'on se pose après le limogeage de Patrice Neveu. Il n'aura passé que 5 mois à la tête du club avant d'être débarqué malgré son bon parcours en Ligue des champions d'Afrique. Son successeur, Didier Gomez Darosa, un entraîneur d'une équipe de 2e division algérienne, vient d'être présenté. C'est lui que vous voyez en image. Et on termine en musique avec le coup d'envoi ce soir du Festival international de jazz. Ce 3e rendez-vous de Conakry attire du monde. 9 grosses pointures de ce style musical sont déjà à Palm Kamayenne. 4 jours de bonheur et de danse. Mabintila Issouma. C'est une affiche exceptionnelle propre aux festivals internationaux. 9 artistes incontournables du jazz mondial sont à Conakry. Ils sont motivés à montrer un large éventail de styles allant du jazz classique au jazz électronique. Le groove, la soul, le hip-hop ou le jazz avec des touches des Caraïbes feront également partie de ce programme que les connaisseurs trouvent alléchant. Un mélange du jazz avec des sons nouveaux, des loopings, des samplings, et aussi je joue de la flûte et j'ai mélangé beaucoup d'éléments et je suis vraiment très excitée pour voir comment les gens ici vont accepter ce nouveau son. Dans ma musique, il y a du tout, il y a du jazz bien sûr, il y a aussi la touche africaine qui fait peut-être aussi mon identité et que je suis censé porter là où je vais partout dans le monde. Et donc voilà, je viens avec toute cette expérience que j'ai eue durant ces 20-25 dernières années d'expérience. Un cocktail d'artistes pour le 3e Festival international de jazz à Conakry. Du 20 au 24 mars, des concerts sont prévus ainsi qu'une séance de partage entre les artistes venus d'ailleurs et ceux de la Guinée,
comme le Bembea Jazz ou encore Soul Banks. Nous sommes très impliqués dans tout ce qui touche à l'environnement, à la santé, à l'éducation, à la culture. Et donc on avait envie de faire découvrir cette musique aux Guinéens, puisque vous savez que le jazz est très peu connu ici à Conakry et à l'intérieur du pays. L'idée c'était d'ouvrir tout ce festival donc aux Guinéens, et c'est la raison pour laquelle on le fait à la fois au Palme Camayen, mais également à la Blue Zone, au Canal Olympia. En Guinée, les adeptes du jazz sont aujourd'hui peu nombreux. Pourtant, le jazz fait partie intégrante de l'histoire des peuples noirs. Il est développé à la fin du 19e, début 20e siècle dans les États du sud des États-Unis, principalement la Nouvelle-Orléans, par la communauté afro-américaine. Pendant 4 jours, les mélomanes guinéens vont redécouvrir l'âme de ce genre musical à travers des sonorités et voix qui font swinguer. 4 jours donc, le rendez-vous est pris et on aura droit à 2 concerts par jour. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.